À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Fini au Bénin l'ère des micro-partis politiques à l'assaut des joutes électorales. On peut, sans risque de se tromper, répondre par l'affirmative. La nouvelle charte des partis politiques donnant le ton, le nouveau code électoral montrant le canevas tout tracé à suivre reste aux acteurs politiques de s'y engouffrer. Bon nombre de formations politiques ont d'ailleurs commencé à se mettre au pas. Week-end écoulé, ils étaient plus d'un à renoncer à leur identité pour se fondre au sein des deux blocs annoncés pour soutenir les actions du gouvernement. L'UDBN, comme entité à part entière de la mouvance, allonge la liste à 3 formations politiques pour talon. En face, l'opposition semble quasiment absente, du moins du point de vue organisation dans ce sens. Alors, duo FCBE, parti restaurer l'espoir pour les législatives en vue, où chacun fera en définitive cavalier seul. Quelle option sera celle des formations politiques très en vue, USL et RB, elle, Liali Soglo? Quoi qu'en soit le schéma, mesdames, messieurs, nombre d'analystes ne voient pas l'opposition SCD 3 listes non plus. Législative 2019, la compétition n'aura visiblement pas lieu avec plus de 6 listes au pire des cas. Un pas sans doute très important en termes de réforme du système partisan. Mais pour autant, mesdames, messieurs, la période des formations politiques sans un courant d'idées, une idéologie claire, alors révolue, le culte de la personnalité enterrée, la transhumance politique à jamais bannie, l'argent roi en politique sous peu, un vieux souvenir, autant de questions, mesdames, messieurs, et bien d'autres pour meubler votre émission débat du jour. Thème au menu, assainissement du paysage politique béninois, un ménage de fond ou de façade. Pour l'instant débat, Ange Banouin, journaliste, il est analyste politique, déjà présent sur ce plateau. Ange Banouin, bonjour. Bonjour. Et merci pour la disponibilité. Merci bien et bonjour aux amis et téléspectateurs. Et vous répondez à leur façon. En face de lui, un universitaire, Nathanaël Kitty. Politiste, il est enseignant-chercheur en sciences politiques à la faculté de droit et de sciences politiques FADESP de l'université d'Abomey-Calavi. Nathanaël Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. Je vous remercie pour m'inviter une fois encore. On est plutôt honoré. Réforme du système partisan au Bénin. Agité de tout temps, on y est presque. Avec un certain nombre d'outils à disposition. Les plus en vue, la nouvelle charte des partis politiques, le nouveau code électoral. Et déjà, ça porte des fruits sur le terrain. Le week-end, disais-je, aura été des plus riches en mouvement, c'est vrai, beaucoup plus du côté de la mouvance. Mais les prochains jours s'annoncent aussi des mouvements de jeu de part et d'autre, mouvances et oppositions. Mais pour l'instant, l'horizon commence déjà à s'éclaircir. Ange Banoui, vous observez, suivez tous ces déplacements avec enfin beaucoup d'espoir pour la classe politique béninoise et pour le Bénin de demain. Merci. Écoutez, lorsqu'on observe d'abord ce qui se passe aujourd'hui en termes de l'animation et de la réorganisation de la classe politique, il faudrait pas occulter que nous sommes dans un contexte politique bien précis, celui nous sommes dans une période électorale. Et l'autre chose, c'est que en même temps, il y a eu ces lois-là qui ont été prises, notamment la charte des partis politiques et le code électoral, qui dans une certaine mesure oblige les acteurs politiques, quitte à ce que à vouloir aller aux élections, aux législatives prochaines de 2019 notamment, de forcément conformer aux règles du jeu. D'autant plus que nous sommes dans un état de droit et que tout est régi par des lois. Et maintenant, lorsqu'on va maintenant au-delà et pour observer les jeux qui se mènent, les regroupements qui s'observent, là également, il ne faudrait pas aussi occulter qu'il y a une autre dynamique qui est mise en place là, quand il s'agit de la volonté de conquérir, ou sinon de rafler les prochains sièges pour les législatives prochaines, et pourquoi pas pour la mouvance actuelle de s'offrir la majorité des
sièges. Parce que, voyez-vous, à l'avènement de ce régime, le pouvoir en place a hérité d'une chambre parlementaire avec laquelle elle a quand même, le pouvoir du moins a quand même pu obtenir une majorité consistante de députés. Et dans les perspectives de ces élections qui s'annoncent, rester maintenant bras croisés pour ne pas s'offrir une majorité confortable et se laisser aller au jeu de son avènement aux affaires, lui serait, pour le moins qu'on puisse dire, suicidaire. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas un gouvernement venu, ce n'est pas un gouvernement tout neuf qui peut-être va bénéficier de la caution des députés qui vont se dire, voilà, c'est un nouveau gouvernement, il faut l'accompagner. Maintenant, cette fois-ci, la dynamique, c'est quoi? C'est que le gouvernement doit s'offrir lui-même des députés à lui propre. Des députés bon temps, si pour ainsi dire, pour que à la prochaine renouvellement de la Chambre parlementaire, qu'elle puisse de façon claire savoir quels sont les députés qui sont les siens et quels sont les députés qui ne sont pas les siens. Et tout cela amène donc à mettre en place des yeux de stratégie. Et en politique, étant donné que nous sommes dans un État démocratique et que tout fonctionne sur la base des tests de loi, il ne s'agira pas alors de décréter cela, mais plutôt de passer par des tests de loi. Et nous avons eu droit à des tests comme la charte des partis politiques et le code électoral qui, qu'on le veuille ou pas, bien que cela ait une portée de réorganiser la classe politique, c'est sans doute que cela permettra aussi à chacun, à ceux qui sont maîtres du jeu, de pouvoir se tirer, comme on dit, les marrons du feu. Maintenant, quand on rentre dans la dynamique aujourd'hui de ce qui s'observe en termes de constitution de bloc, là, c'est une autre question parce que nous sommes face à des acteurs et l'être humain étant un acteur stratégique, peut à tout moment se conformer par rapport aux exigences, quitte à ce qu'on observe dans la suite des événements sa stratégie, dans sa démarche. Comme on le dit bien, on dit qu'en temps de crise ou seules les espèces qui arrivent à s'adapter au changement arrivent à résister. Sans quoi, ces espèces-là finissent par disparaître. Et donc, les partis politiques aujourd'hui qui sont en train de se fondre, sont en train de s'adapter, sont dans une logique d'adaptation pour pouvoir survivre. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les déclarations qui ont commencé par surgir de part et d'autre suite à la constitution des blocs de la mouvance laissent déjà présager de ce que, au-delà de tout, il y a une logique de survie. Parce que des gens qui ont eu à faire 10 ans, 20 ans d'animation de la vie politique aujourd'hui, qui sont face à une situation où ils doivent forcément se fondre dans des blocs, vous voyez, vous recevez de part et d'autre des échos de ceux qui se disent, je prends le cas de l'UDBN qui dit on est de la mouvance, mais nous voulons faire cavalier seul. D'autant plus, quand bien même, ceux de la mouvance disent le chef de l'État n'a donné consigne que pour 2 blocs, le bloc progressiste et le bloc dynamique unitaire qui est aujourd'hui devenu les Républicains ou donc qui finalement va se faire son nom aussi également d'ici là. Donc, quand on rentre dans cette stratégie, on se rend compte qu'en réalité que les partis politiques qui se retrouvent au sein même de la mouvance sont aujourd'hui dans une stratégie de survie pour pouvoir résister, pour pouvoir dans une certaine mesure perdurer en tant qu'acteur politique. Mais le gros lot qui va se jouer, ce n'est même pas encore perceptible parce que tout ce qui se met en place actuellement, c'est pour se conformer d'abord à la dynamique des blocs. Et le gros lot après la dynamique des blocs, on entre dans la dynamique des positionnements. Okay. Et ça, on y revient avec votre permission. Je vais rapidement me tourner vers l'universitaire. Oui, réorganisation de la classe politique, formation des blocs pour conquérir, pour ce qui est en vue, les nouveaux sièges de l'Assemblée nationale. C'est vraiment l'assainissement de la classe politique qu'on va, où tout se tient autour des stratégies pour ce qui concerne les prochaines joutes électorales. Bon, moi je pense que ce n'est pas nouveau au Bénin. Tout ce qui se fait actuellement. Oui, tout ce qui se fait actuellement n'est pas nouveau. Parce que quand on remonte dans l'histoire politique de notre pays, on constate qu'il y avait eu des blocs à chaque veille d'élection, soit législative ou présidentielle. Rappelez-vous de l'Union progressiste du Dahomey, après Bloc populaire africain, scindé en RDD, UDD. Et puis récemment, quand le président Soglo a pris le pouvoir, il y a eu la création de la Renaissance du Bénin. Donc il y avait plusieurs leaders qui avaient créé leur parti politique, qui les ont laissés pour intégrer la Renaissance du Bénin. Et quand le président Mathieu Kérékou
était arrivé au pouvoir, il y a eu, je pense, en 2002 ou 2003, la création de l'UBF. Et récemment, les Foscoli pour un Bénin émergent. Et chaque fois quand il y a les élections législatives dans notre pays, vous avez des coalitions de partis politiques qui se mettent en place pour aller à la conquête des sièges. La différence ici, en ce qui concerne les élections à venir, c'est que il y a des lois qui ont été votées et qui forcent les partis politiques à se mettre ensemble. Parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont prévues dans ces lois-là et qui les obligent à se mettre ensemble. Donc, ce sont des blocs constitués à pas forcer. Alors, la question se pose de savoir quelle serait leur durabilité. Est-ce que ces blocs qui sont en train d'être constitués ne dureront que le temps que durera celui qui les pousse à se mettre en place au pouvoir? Est-ce que la question se pose? Est-ce que cette question se pose dès lors que cette fois-ci, il y a des tests et que vous veillez ou pas, ces tests demeureront une fois passées les élections? Non, on remarque que ces tests n'ont pas été adoptés de manière consensuelle. Les tests ont été fortement contestés, aussi bien par l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Donc, du moment où les tests qui gouvernent la mise en place de ces blocs n'ont pas été adoptés de manière consensuelle, il va sans dire que lorsque le président de la République ou bien la majorité va changer à l'Assemblée nationale, que ces textes soient revus. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer et ça pose un problème de gouvernance législative dans notre pays. Les tests électoraux sont appliqués à tous les groupes qui vont aux élections. Donc, pour une démocratie apaisée, il faut que ces tests soient adoptés de manière consensuelle, ce qui n'est pas le cas ici. Maintenant, au-delà de ça, comme je viens de le dire, il n'y a d'éternellement nouveau que ce qui est éternellement ancien. Ce sont des choses qui se passent régulièrement dans notre pays avec cette différence que je viens de noter. Mais il faut souligner également un aspect qui est important, c'est que la mise en place de ces blocs avec l'appui technique du chef de l'État, en ce qui concerne les blocs de la mouvance, vise un objectif précis. Voilà, l'objectif ici, c'est de permettre au président de la République d'avoir une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour pouvoir réviser la Constitution en 2019. C'est l'objectif qui est visé principalement, étant donné que les deux tentatives actuelles, passées plutôt, ont échoué. Donc, dans cet objectif-là, il y a un acharnement qui est fait aux hommes politiques qui soutiennent le président de la République, ce qui fait qu'on assiste à une débaptisation et rebaptisation des partis politiques. C'est-à-dire les blocs seront transformés en partis politiques cette fois-ci. Et les partis politiques dont le deuil, comme vous venez de le dire, a été fait le week-end passé, vont cesser d'exister. Ils n'existeront plus. Donc, il y a cet acharnement qui est fait pour ces leaders-là. Vous êtes conséquent lorsque vous parlez d'acharnement. Lorsqu'on suit cela, c'est un parler avec beaucoup de détermination, d'engagement, en tout cas manifestement pour ce qu'ils présentent chaque fois qu'ils prennent la parole. Je vous cite par exemple quelqu'un qui dit nous inscrivons dans la dynamique de la concrétisation de vœux chers au chef de l'État, Patrice Talon. Ce sont les propos là, de Jean-Michel Abimbola. Je ne pense pas, parce que j'apprends qu'il y a des accords qui seront signés, qui obligeront ceux qui iront vers les deux blocs voulus par le chef de l'État à y rester pendant 10 ans.
Je ne sais pas si vous l'avez appris aussi. Nous l'avons aussi appris. Voilà, vous l'avez appris. Donc, n'est-ce pas, dans quelle perspective cet accord sera signé? C'est permettre au chef de l'État d'avoir un deuxième mandat en 2021. Il y a cet élément. Le deuxième élément, vous avez lu le reportage du conseil du PRD à Avrancourt, oui, le week-end. Vous avez une préoccupation importante là. Le PRD reste attaché à certains éléments. Tout à fait. Voilà. Or, dans la dynamique naturelle qui se mettait en place, il n'y avait pas cet attachement aux éléments du parti. Donc, du moment où le parti va disparaître, le parti sera dissous, il y a les éléments d'identification du parti par les militants qui vont aussi disparaître. Donc, des questionnements existent, à savoir, est-ce que dans ce qui est en train d'être proposé là, il y aura une identification facile pour les militants à la base, d'où ce que vous avez lu au début de la semaine en termes de proposition du parti du Renouveau démocratique. Donc, vous sentez réellement qu'il n'y a pas, le PRD n'a pas le cœur à l'ouvrage. C'est en désespoir de cause qu'il va dans le bloc. Et il y a aussi un élément important qu'il faut noter. Vous avez les contradictions entre leaders qui demeurent. À quel niveau, par exemple, pour illustrer? Vous regardez bien les deux blocs majeurs qui sont en train d'être mis en place au niveau de la mouvance. Vous avez deux leaders principaux qui apparaissent comme dirigeants de ces blocs-là. Donc, ces contradictions entre leaders qui émergent au niveau de ces deux blocs auront de conséquences à la base. Vous avez les dissidents d'un parti qui va dans un bloc, qui rejoignent l'autre bloc. Je ne sais pas si vous constatez ça sur le terrain. Voilà, vous constatez ça sur le terrain. C'est vrai, Orange Banoui, il y a quelques faits qui amènent effectivement à s'interroger. On est tous ensemble, mais au même moment, on opte pour des options qui, en vérité, ne devraient pas arranger un mouvement d'ensemble. Et comment cela s'explique? Écoutez, cela s'explique non seulement par la question de la stratégie de repositionnement ou bien de positionnement de chacun des acteurs politiques. On pense d'abord à soi avant de penser à l'ensemble. Et dans une certaine mesure, vous savez que le jeu politique a été souvent, qu'on le veuille ou pas, fait aussi d'intérêt. Et n'eût été les questions de certains remaniements politiques qu'on avait ouï dire en temps, il y avait des positionnements qui étaient susurrés. Mais avec aujourd'hui la course, je vais dire, au soutien politique, au repositionnement au sein, ou bien pour ne pas dire pour s'approcher de l'exécutif, il y a chaque acteur qui parfois essaie de jouer de la manière pour pouvoir se faire plus proche. Souvenez-vous que le régime actuel, à l'avènement de ce régime, les élections ont été configurées d'une autre manière. Et certains partis politiques, comme le PRD, n'avaient pas soutenu le chef de l'État actuel. Mais pour Apadea dit que le PRD ne ferait plus l'opposition, le PRD s'est retrouvé au niveau de la mouvance à soutenir le gouvernement, le régime actuel. Mais n'oubliez pas qu'au sein des blocs, il y a toujours quelques scissions à l'intérieur des partis. Et donc, peut-être que c'est la manière à chacun de pouvoir véritablement montrer qu'il était peut-être un soutien de première heure qui fait que certains se démarquent carrément pour aller se repositionner, pour montrer que voilà, nous étions ceci, pour pouvoir peut-être, dans une certaine mesure, bénéficier des repositionnements politiques qu'il y aurait dans l'avenir. Ou bien, vous savez aussi que l'animation de la vie politique chez nous est aussi fait d'un paternalisme béat qui amène certains leaders politiques à un moment donné à claquer la porte quand ils ne retrouvent pas, quand ils ne voient pas en griffe leur intérêt en jeu, ou bien quand ils ne se retrouvent pas rapidement, ils n'arrivent pas véritablement à avoir
le contrôle des manettes. Donc, il y a tout cela qui fait que dans la logique, dans la dynamique qui se met en œuvre aujourd'hui, même au sein des blocs de la mouvance, il est fort à craindre que ces mêmes blocs se combattent encore sur le terrain. Et c'est là où peut-être l'opposition aujourd'hui qui peine je ne dirais pas, si je dis bien qui peine, c'est que de façon, je dirais, officielle, on ne voit pas l'opposition se constituer. Et si de façon officielle, l'opposition arrivait à se constituer, ce ne serait pas simplement un jeu entre l'opposition et la mouvance, mais ce serait d'abord un jeu entre les différents blocs d'abord de la mouvance et plus les blocs de l'opposition. Donc, nous sommes dans une démarche où, à travers, comment on dit, le code électoral actuel, la question des alliances politiques n'est plus en jeu, n'est plus mise en jeu. Donc, il est question d'aller aux élections avec des partis politiques. Ça aurait été, par exemple, la question des alliances politiques, ça aurait été plus facile pour le régime actuel, par exemple, de pouvoir fusionner, pas maintenant fondre, mais fusionner les partis politiques au sein de ces alliances, comme les précédents chefs d'État ont eu à le faire. Je parle de l'IDBF en parlant de Mathieu Kérékou, de FCBE avec Boni Yahi, pour pouvoir maintenant aller aux élections. Et même dans ce contexte-là, lorsqu'il y a une liste officielle, il y a toujours la liste de ceux qui se sentent lésés de ne pas être bien positionnés, qui se créent. On a vu par exemple avec la FCBE et puis Corée 2, qui était allé aux législatives, et on a vu ce que ça a donné. Donc, cette fois-ci, au lieu que ce soit un bloc officiel, sinon une alliance, puisque nous sommes plus dans la logique des alliances, nous avons des partis politiques. C'est vrai que dans l'ensemble, on pourrait dire qu'on pourrait avoir des partis politiques qui aient une envergure nationale, pouvoir être représentatifs et tout ça. Mais lorsqu'on rentre dans la stratégie, comment on dit, de conquête des sièges, il y a quelque chose il y a un petit hic. Parce que, n'oubliez pas, qu'on le veuille ou pas, tous les partis politiques seront présents dans tous les bureaux de vote, donc dans toutes les circonscriptions électorales. Donc, qu'on soit déjà du moment où au sein de la mouvance, il y a déjà au moins 2 blocs qui sont des blocs qui sont reconnus, pour le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 2 blocs-là vont forcément se challenger d'abord entre eux, dans tous les fiefs, dans toutes les localités du pays, avant maintenant qu'ils ne challengent encore maintenant les blocs de l'opposition. Non, mais il y aura un apurement qui va intervenir dans l'organisation. Écoutez, vous savez, c'est une chose d'avoir une vision. Mais l'autre chose est sa mise en œuvre. La réelle politique au Bénin nous a montré que, qu'on le veuille ou pas, lorsque on soutient un leader et qu'on va aux élections, il y a forcément des gens qui se sentent lésés, qui trouvent toujours des stratégies pour pouvoir se faire entendre. C'est un fait. Vis-à-vis, il parlait tout à l'heure de l'accord tacite qui semble s'officialiser de 10 ans pour les formations politiques. Il a décliné un peu ce que CETAT pourrait bien cacher. Mais je demandais tout à l'heure, il a répondu dans son style, est-ce que cela ne témoigne pas plutôt de la volonté d'imprimer cette discipline de groupe? Rien que ça. C'est vrai qu'on peut penser que c'est une volonté d'imprimer une discipline de groupe, mais au-delà de l'acte officiel, vous savez ce que valent les tests chez nous, vous savez ce que valent, comment on dit, les accords que les gens signent, qui ne sont pas dans les coulisses chez nous. Je ne voudrais pas rappeler 16 propos de chiffon de papier, parce que, tenez-vous tranquille, dans le jeu politique, les gens peuvent être disciplinés pendant un temps, mais lorsque ils vous offrent un créneau de temps, et lorsque ce temps-là, ce deadline passe, vous serez surpris de constater qu'à des moments donnés, lorsque les gens voient les choses changer, ou bien la route tourner, ils prennent radicalement leur position. Vous voyez le PRD anticipé en parlant de ces logos qu'il maintient. Cela se lit déjà. D'ailleurs, lorsque les gens disent qu'ils sont avec vous, ils sont avec vous, n'oubliez pas qu'eux aussi, ils ont des stratégies. Ils pensent aussi à l'avenir. Et tenez-vous tranquille, vous ne vous imaginez pas comment se fait-il que quelqu'un comme un parti comme l'UDBN, qui a toujours clamé soutenir le régime, se retrouve à aller en congrès et de dire que vraiment qu'il soutient, mais qu'il va avec son... Des éléments de réponse ont été apportés. Est-ce que la polémique doit demeurer à ce niveau? Les femmes pour lesquelles le parti s'est battu, la jeunesse pour laquelle le parti Je dirais même que cette stratégie de l'UDBN, c'est une stratégie pour se ravir
les voix ou bien les quelques acteurs politiques qui ne vont pas se retrouver dans les différents blocs. Prenez par exemple les jeunes, avec la question du cautionnement des 249 millions qui ont été demandés pour les législatives. Je ne doute pas un seul instant que la présidente du parti ne puisse pas mettre ces moyens-là en jeu, mais que ces jeunes-là qui disent ne pas se retrouver au sein des blocs disent, voilà, l'UDBN qui dit, nous soutenons le pouvoir, on se retourne avec l'UDBN et on va aux élections. Mais ils vont affronter ces deux autres blocs. Parce que qu'on le veuille ou pas, les élections, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un match amical, qu'on le veuille ou pas. Hein? C'est comme on dit là, hein, c'est un duel. Ce sont des duels qui sont en jeu. Et quand ces derniers-là vont pouvoir peut-être arriver à ravir la vedette au bloc, bon, ça, c'est une supposition. Tenez-vous tranquille, ils ne vont pas déverser comme ça leur soutien encore au régime. Même s'ils disent qu'ils soutiennent le régime actuel, ça veut dire qu'eux déjà, ils sont en train de prendre une certaine marque. Et quitte à ce que, dans la lecture politique, que les gens anticipent pour comprendre le message, le signal qui est en train d'être envoyé. Si ces jeunes qui se disent peut-être ne pas pouvoir être positionnés parce que la question de cautionnement va peut-être les écarter, ou bien peut-être les aînés ne vont pas leur offrir des chances, si ces jeunes-là se trouvent... Parce qu'en quelque sorte, c'est un jeu politique que l'UDBN aussi est en train de jouer. Parce que, n'oubliez pas, je ne pense pas que si tout était véritablement mis à plat, que l'UDBN n'ait pas pu se faire repositionner dans la 6e circonscription électorale. Si tant est qu'aujourd'hui, nous sommes en face des partis, des blocs qui soutiennent le gouvernement actuel. Donc, comprenez que chacun de son côté fait ses lectures et anticipe, bien évidemment. Qu'on le veuille ou pas, le PRD aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de dire, le PRD est aussi également en train d'anticiper dans une certaine mesure, parce qu'il sait que du jour au lendemain, les tendances peuvent changer, les appréciations peuvent changer. C'est la prochaine législature pourra d'abord permettre de reconfigurer, de permettre d'avoir accès à la nouvelle configuration politique du pays. Parce que n'oubliez pas, au-delà de tout ce qui se dit en termes de présence ou bien d'assises politiques par rapport aux différents blocs de la mouvance, il ne faut pas aussi occulter la présence de l'opposition, même si aujourd'hui... on y revient, je reste à ce niveau même pour dire, au-delà de tout, quand on suit vos démonstrations, c'est quand même le chef de l'État qui est gagnant. Si les gens se combattent, finalement, quand même pour positionner, c'est des figures qui ne reviendront pas. Mais au finish, il y aura toujours ce soutien au chef. Le chef n'est pas perdant dans le jeu, en définitive. Non, il n'est pas gagnant. Il n'est pas gagnant. Il n'est pas gagnant. Comment parce ça? qu'au sein de la mouvance, il y aura un système bipartisan imparfait. Avec les discours que nous constatons, vous aurez deux blocs soutenus officiellement par le chef de l'État. Vous avez le troisième qui se met dans une position stratégique. C'est-à-dire que nul ne peut prédire ce que ce troisième bloc ferait après les élections législatives. Et dans ce cas-là, il n'est pas du tout gagnant. Et au-delà de ça, la position de l'UDBN, oui, je crois, c'est bien ça, vient remettre en cause les analyses qui pensaient que la caution électorale élevée permettrait de limiter les candidatures. Nous sommes dans un coup du troisième larron, parce que la dame qui dirige cette formation politique a derrière elle de forts soutiens financiers. Donc, les enjeux électoraux n'ont pas seulement d'intérêt au plan national. Il y a aussi les intérêts stratégiques au plan international qui peuvent amener des hommes et des femmes qui ne sont pas béninois de l'extérieur de financer des personnalités et à être candidats aux élections, aux différentes élections, alors que la stratégie nationale visait le contraire. Mais en plus de cette analyse, il faut noter une insuffisance majeure de la loi. C'est-à-dire la loi n'empêche pas la transhumance. Ah, on y est toujours? Oui, on y est toujours. Il n'est pas exclu que dans les deux blocs du chef de l'État, après les élections, à l'Assemblée nationale, vous retrouviez des députés qui sortent pour rejoindre l'opposition.
Donc, c'est une insuffisance majeure de cette stratégie. Maintenant, après, est-ce que la signature de cet accord de rester dans le bloc pendant 10 ans a vraiment de grandes portées? Est-ce que ceux qui vont à la signature de cet accord n'ont pas la possibilité au lendemain des élections législatives de sortir du bloc et de retrouver encore, de remettre encore en scène leur ancien parti? Dans un contexte où, Oui. pour un rien, en tout cas pas pour un rien, pour le moindre faux pas, vous savez que vous courez le risque de vous retrouver en prison, qui se trouveraient des téméraires pour remettre en cause des papiers qu'ils vont signer? Bien sûr, parce que nul ne peut prédire ce qui se passerait après les législatives. Si par exemple, aux élections législatives, vous avez la majorité du côté de l'opposition à l'Assemblée nationale, certains députés peuvent espérer se retrouver dans une position stable et confortable pendant un temps. Et par conséquent, la remise en cause des termes de ce contrat sera plus facile pour eux, parce qu'ils n'encouraient plus de risque de lever d'immunité. Vous êtes d'accord avec moi? C'est en cela que cette réforme, à mon avis, n'a pas d'importance. Du moment où les causes pour lesquelles on remarquait ces reconfigurations politiques à la veille de chaque élection n'ont pas été bien identifiées pour que les solutions appropriées soient apportées. Donc, il va sans dire qu'au lendemain des élections législatives, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pour la réforme du système partisan, beaucoup de Béninois s'attendaient quand même à ce qu'on arrive à vaincre ce que certains appellent le sien indien. Tout focalisé sur une personnalité. Aujourd'hui, avez-vous l'impression, à un jour que le Bénin a effectué vraiment un pas dans ce sens, avec les dés tels jetés, où on en est toujours à des fixations sur des personnalités? Il faut reconnaître que la réforme du système partisan est restée ou bien a péché dans une certaine mesure par le fait que cette réforme n'est pas mise en place de façon stricte des tests de loi qui organisent de façon à l'interne même les partis politiques. Parce que, tenez-vous tranquille, quand on prend l'organisation interne des partis politiques, c'est là que tout se joue. Ce n'est pas l'organisation des grands blocs politiques, simplement, ce n'est pas à ce niveau simplement que la réforme devait s'arrêter. On pourrait dire que c'est un pas, mais il faut reconnaître que tant que l'organisation interne des partis politiques serait laissée, disons, aux personnes ou bien aux personnalités qui les constituent, nous allons toujours en arriver à ce que nous sommes en train d'observer. Parce que une fois que il n'y a rien qui sanctionne les gens qui soient mis ensemble pour former des blocs, après de pouvoir, il n'y a rien qui les sanctionne. Ouais. La seule chose... Est-ce que quand on prend par exemple le cas des blocs qu'on connaît, pourtant les tests en l'État font de ces blocs un patrimoine de Patrice Talon, par exemple? Non. Bon, je ne saurais encore le dire. Voilà. Je ne saurais encore le dire. Mais il y a une chose, il y a des éléments qu'on occulte souvent dans l'analyse. L'analyse, c'est qu'il faut observer quels sont les acteurs qui sont en jeu. Les acteurs qui sont en jeu par rapport à ces élections, sinon à l'après 2016, c'est des acteurs politiques qui sont retrouvés dans une certaine mesure, des partis de moyens financiers pour pouvoir animer la vie politique. Alors donc, la question du financement des partis politiques est tombée pour eux comme du pain béni qu'il fallait s'organiser pour pouvoir en bénéficier. Et je pense que c'est cela qui est en train de conduire à ce que nous observons. Si éventuellement les tests étaient allés plus en profondeur, en dehors de la question du financement des partis politiques, et mieux encore à l'organisation interne des partis politiques, juste même à organiser des primaires au sein des partis politiques, je pense que les gens iraient
Et également, des questions d'idéologie, il y aurait des questions de primaire, il y aurait des élections, il y aurait des gens qui vont militer ou bien qui vont véritablement travailler au sein des partis politiques de façon, je dirais même, avec beaucoup plus d'engagement, parce qu'aujourd'hui, rien ne prouve à quelques militants qu'après avoir milité après avoir donné le meilleur de lui au sein d'un parti politique, qu'il serait positionné sur une liste, si tant est que cela ne serait décidé qu'au sein d'un conclave où les gens vont décider de qui on positionne. Mais si, par exemple, il y avait des mécanismes qui étaient mis en place pour organiser les partis à l'interne, où les candidatures se positionnaient et que peut-être on passe aux élections au sein des blocs, et maintenant c'est en fonction des résultats que chacun propose, maintenant qu'on le positionne, et maintenant on va aux élections. Je pense que déjà même à l'interne, il y aura une démocratie interne avant d'arriver maintenant à une démocratie au sein maintenant des blocs autour de l'action gouvernementale ou bien du développement de la nation. Oui, Nathalie Kitty, sur ce point. Non, je pense que oui. Le chef de l'État ne sera pas l'élément central pendant les campagnes électorales pour ces deux blocs-là. Du moment où ils sont 2 ou 3, il lui serait difficile de faire campagne. Parce que s'il fait campagne, il appellerait à voter pour quel bloc? Ah, ce sont mes blocs. Ah non, mais c'est... S'il ne peut pas jouer ainsi, ceux-là, ce sont mes blocs, c'est ça qu'il faut accompagner. Il y a ce qu'on appelle les fiefs électoraux. On sait que dans telle région, à coup sûr, tel parti émergera. Donc, il y a cet élément-là qui fera qu'il n'y aura pas une fixation sur lui. Et ce qui constitue en même temps une force et une faiblesse pour les blocs. Une force parce que, du point de vue général, on observe qu'il y a une réprobation par rapport à sa gouvernance dans tous les domaines. On voit plus de maquettes que de réalisations physiques. Et puis le panier de la ménagère n'est pas amélioré. Il est contesté dans beaucoup de secteurs. Non, son apparition, peut-être son apparition, ce n'est pas forcément ça. Oui, c'est un élément à prendre en compte aussi. Son apparition, dans ce cas-là, pouvait constituer une faiblesse pour ces blocs-là. Mais du moment où il n'apparaîtra pas, les blocs seront fixés alors sur les leaders, à savoir Ngwedi, Amoussou et peut-être Claudine Prudencio. Ce qui n'échappe pas encore à la tradition dans notre pays. C'est-à-dire que l'identification de tel parti par rapport à tel leader réapparaîtra. Et dans ce cas-là, le résultat sera encore le même. Et avec le fait que du moment où il est resté, le chef d'État est resté dans l'ombre pour produire ces 3 blocs, donc les blocs sur le terrain seront identifiés à sa gouvernance. Et c'est un élément d'insuffisance en plus pour ces blocs-là. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître qu'il y a un élément, 2 éléments sur lesquels il faut mettre aussi l'accent. Lesquels? C'est-à-dire quand vous observez les partis qui se fondent dans ces blocs-là, on constate que ces partis, de plus en plus, au fil des élections, se fragilisent dans leurs fiefs électoraux, de telle manière que la constitution des blocs leur permettra de renaître de nouveau. Donc, il y a ça qui les pousse à aller aussi dans les blocs, en dehors des exigences législatives imposées par le chef de l'État. La quête du sang neuf. Voilà. Et le deuxième élément, il y a aussi la gouvernance. C'est-à-dire que quand vous retournez dans l'histoire politique de notre pays, vous allez constater qu'en 99, ce qui se produit actuellement est semblable à ce qui s'était passé en 99. C'est-à-dire, vous voyez le chef de l'État, Mathieu Kérékou, qui avait pris le pouvoir en 96, et 3 ans après, a perdu la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'en avait pas eu. Donc, le président Soglo, qui avait quitté le pouvoir en 96, mais qui en 99 a étonné tout le monde, avait 27 députés à l'Assemblée nationale. Donc, il avait mobilisé sur la gouvernance de Mathieu Kérékou et ce qui lui avait donné un gain électoral important. Donc, actuellement, vous avez l'opposition qui est en position de force
étant donné qu'elle dispose de suffisamment d'arguments pour mobiliser sur la gouvernance du chef de l'État actuel et espérer un gain électoral important à l'Assemblée nationale. Et dans ces circonstances, ceux qui se réclament du chef de l'État, pour maximiser leurs chances de repartir à l'Assemblée nationale, n'avaient autre possibilité que de se mettre ensemble. Le silence de cette opposition dans le contexte actuel par rapport à la démarche unitaire ou solitaire, comment vous l'appréciez? Moi, je constate que l'opposition laisse la mouvance épuiser ses cartes avant d'apparaître. Donc de la stratégie. C'est vraiment stratégique de sa part. Et puis dans l'ombre, dans le silence, il y a beaucoup de choses qui se font. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, vous l'aviez dit tout à l'heure qu'il n'est pas exclu qu'au sein de l'opposition, il y a aussi des difficultés dans la constitution d'un bloc pour aller aux élections. Parce que il y a les querelles de positionnement qui sont là et qui font souvent que à chaque élection législative, on retrouve plusieurs listes. Il y a cet élément qui sera un nœud gardien pour la mouvance et pour l'opposition. Je m'en voudrais de ne pas vous interroger par rapport à la question d'idéologie que beaucoup avaient agité. Le mal dont souffre le Bénin, c'est d'avoir des formations politiques sans vraiment d'idéologie aucune. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ça reste une page ouverte ou une page de fermée? Moi, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que les tests ont d'abord péché. De ne pas, sur ce point aussi. Sur ce point-là, parce que vous savez, le développement d'une nation, c'est une projection dans l'avenir. Parce que, qu'on le veuille ou pas, à écouter par exemple la plupart des mouvements politiques qui sont aujourd'hui autour du chef de l'État, tous disent nous tendons vers le socialisme, la sociodémocratie, parce que d'un côté qu'on retrouve par exemple des partis qui soient des sociodémocrates, ou bien en tout cas, parce que on sent aujourd'hui qu'au Bénin, la question primordiale, c'est la question sociale. Donc, le fait que les tests n'aient même pas recadré un peu pour qu'on puisse organiser les partis autour de courants idéologiques, cela amène aujourd'hui à ce que nous observons. Ça amène, parce que si nous voulons peut-être à l'avenir avoir une nation industrialisée ou bien une nation sur là, tout s'organise par les tests de loi. Si on ne prend pas des lois pour pouvoir organiser les partis politiques, si on veut avoir par exemple une nation où c'est la question de, de l'environnement qui soit une priorité, on ne pourrait pas organiser en disant que nous pouvons avoir tel et tel parti qui se réclame. Et c'est au sein de ces courants idéologiques que les partis d'abord vont se challenger ou bien que des militants vont se challenger. Et enfin, on aura peut-être on peut dire, si tel mandat, nous avons des gens qui sont en griffe, des gens qui sont beaucoup plus capitalistes en griffe. Le prochain, ce sera peut-être des gens qui seront plus regardants à travers l'action sociale, ou bien prochainement, si c'est l'assainissement du paysage politique. Ange Vaurin, on est presque à la fin. Vous pensiez que le Bénin vient d'effectuer le bond qualitatif ou la marche est toujours en cours? Bon, on est en train d'esquisser un pas. Comme on dit, les grandes nations que nous observons n'ont pas fait en 24 heures. C'est une étape qui va nous permettre certainement d'apprécier, je dirais, les limites et aussi les avantages, quitte à ce que les prochaines législations puissent réactualiser les choses pour qu'on puisse véritablement avoir une nation. Votre conclusion? Je dirais simplement qu'on est là en tant qu'observateur. À la suite de ces dernières actions, on va pouvoir s'attendre aussi à ce que l'opposition politique, même si elle est encore dans les coulisses, et que c'est aussi peut-être une stratégie, puisse véritablement mettre en place sa stratégie pour qu'on puisse enfin voir ce que ça va donner. Ok, Nathaniel Kiti, oui. Sur l'idéologie, il faut remarquer que nous avons au Bénin des partis qu'on peut qualifier de partis attrape-tout. Attrape-tout. Oui, comme Kichiney l'a théorisé. Pourquoi? Parce que ce qui les pousse à aller dans tous les sens, c'est la politique du ventre. Jean-François Bayard a publié un ouvrage, il était en Afrique, la politique du ventre. Donc, le temps est complètement parti. Votre conclusion? Dans cette conception, il serait difficile d'avoir des partis qui se regroupent du point de vue idéologique. Ma conclusion, c'est que c'est une réforme
mais qui malheureusement ne durera que le temps que durera le chef de l'État au pouvoir, étant donné que cette réforme ne tient pas compte des résultats de nombreuses études qui ont été faites sur les partis politiques. Merci à vous, Nathaniel Kitty. Merci, Ange Bon. Madame et monsieur, merci de nous avoir suivis pour ce numéro du jour. Ce sera tout. Et je vous compagne sur cette citation du célèbre homme d'État sud-africain Nelson Mandela. Je le cite: l'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité, la difficulté, ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. Votre suite de méditation chez vous. À demain pour d'autres aventures sur le plateau de 100% BV.